Boris Vallaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Justement, l'Assemblée est regardée par les Français avec un peu de curiosité, circonspection depuis plusieurs mois. Vous aviez théorisé ce qu'on appelle le parlementarisme de fait. C'est-à-dire que vous attendiez quelque chose de cette majorité non absolue, de cette majorité relative. Êtes-vous déçu ? Oui, sans nul doute. En fait, je faisais simplement le constat que, sorti des urnes, il y avait un pluralisme qui était inédit, qu'il n'y avait pas de majorité absolue et que, du coup, nous pouvions formuler l'hypothèse que le Parlement, l'Assemblée nationale, trouvait dans l'équilibre institutionnel une place nouvelle, une centralité nouvelle. Il fallait travailler ensemble. Et qu'il fallait en tout cas inventer les processus et les méthodes pour travailler ensemble. Et les socialistes ont formulé un certain nombre de propositions, mais qui pour l'instant sont restées lettres mortes. Pourtant, ça se passe là. Hein. C'est à l'Assemblée que se passe la vie politique. On regarde l'Assemblée tout le temps. J'aimerais le croire. Oui, ça se passe pour partie là. Est-ce que c'est vraiment le lieu de la fabrication de grands accords politiques ? Ça l'a été dans l'histoire. Est-ce que ça l'est encore ? Est-ce que c'est dans l'hémicycle, dans le travail parlementaire, que nous arrivons à construire ce que moi j'appelle des lois immortelles ? Je n'en suis pas sûr. Quand je parle de lois immortelles, je prends évidemment toujours en exemple, sans doute la plus fameuse, la loi 1905 de séparation des églises et de l'État. 3 ans de travail en commission spéciale, 1 an et demi de discussion dans les 2 assemblées, pour une loi qui a survécu à tous les gouvernements et à toutes les époques. Aujourd'hui, nous fabriquons au mieux des lois éphémères qui s'empilent les unes aux autres, qui ne procèdent pas de l'évaluation critique de celles qui étaient en vigueur pour faire mieux ou différemment. Et en réalité, j'ai le sentiment, à bien des égards, d'un Parlement qui est dysfonctionnel aujourd'hui. L'IVG dans la Constitution, c'est une loi immortelle. Tout le monde l'a votée, personne ne reviendra dessus. Parce que la loi de Simone Veil a été une loi immortelle. Et on est en dette, je crois, éternellement envers elle. Et donc, sa traduction, sa constitutionnalisation, c'est-à-dire dans l'ordre juridique, la placer au plus haut, et bien que ce soit de façon unanime et plutôt rassurant, j'allais dire. Mais c'est sur tout le reste qu'il faudrait, j'allais dire, arriver à travailler. Mais quand le gouvernement parle de compromis, il ne dit jamais sur quel compromis lui-même, quel compromis lui-même il est prêt à construire, c'est-à-dire sur quoi il est prêt à renoncer du programme présidentiel pour lequel il n'a pas eu de majorité pour construire, voilà, des grandes lois. C'est un processus avant d'être un résultat, le compromis. Et pourtant, la majorité relative vous répondrait que ça fonctionne. Sur certaines lois, elle va vers la droite, la loi anti-squat discutée hier. Sur d'autres, elle va vers la gauche, la loi énergie renouvelable, sur la base d'un texte voté au Sénat, donc par la droite. Et les compromis se font de manière pragmatique. Et ce que je constate, c'est que sur des lois aussi importantes que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui décide du budget de la santé, du budget de l'hôpital, que sur le projet de loi de finances de l'État, le budget de l'État qui décide des moyens accordés à la police, à l'armée, à l'éducation nationale, nous n'avons pas pu débattre et que nous avons déjà eu à connaître 649.3. Est-ce que vous trouvez normal que le premier budget de la nation, celui de l'éducation nationale, n'ait pas même été débattu à l'Assemblée, pour s'entendre, pour ne pas s'entendre, mais au moins pour que les Français aient, j'allais dire, une vue claire sur les choix qui sont ceux du gouvernement et sur les alternatives que l'on peut proposer. Voilà, il y a des sujets importants. J'évoquais le budget de la santé. Le gouvernement nous dit nous avons le budget de la santé qui progresse le plus depuis toujours. Sauf qu'il oublie de dire que nous avons une inflation qui est au plus haut depuis bien longtemps. Et qu'en réalité, pour 2023, nous aurons un budget de la santé qui sera en valeur réelle, c'est-à-dire défalqué de l'inflation, en recul de 0,6% et non pas en augmentation de 3,7% comme il le prétend. Donc tous ces sujets ils sont importants et on aimerait pouvoir en débattre, on aimerait pouvoir poser, j'allais dire, sans animosité, sans acrimonie réciproque, la question de savoir qui va payer le quoi qu'il en coûte, puisque c'est quand même une question fondamentale. C'est pour ça que nous avançons la question de la taxation des super-profits, des hyper-dividendes, des multinationales, des grandes fortunes. Mais le gouvernement, en réalité, n'entend pas véritablement débattre de ces sujets avec nous. Et pourtant, au 49.3, on répondu une émotion de censure qui font de moins en moins recette. 85 et 93 voix seulement pour les dernières. Vous n'y adhérez plus d'ailleurs, vous, les socialistes. Nous avons fait l'analyse que la multiplication des 49.3, parce que le problème est d'abord le 49.3. C'est lui qui déclenche la motion de censure. Et la réponse qu'on y apporte quand on est dans l'opposition. Que cette banalisation, en réalité, permettait à nouveau au gouvernement d'esquiver les débats de fond. Or, ce sont les débats de fond qu'il nous faut avoir. On a des enjeux sanitaires, des enjeux environnementaux qui sont fondamentaux et urgents, et on ne peut plus différer, qu'il nous faut débattre en avançant des propositions, et pour ce qui nous concerne, toujours avec l'espoir de convaincre
on y parvient rarement. Exemple hier, pourquoi le Parti socialiste ne soutient-il pas cette loi contre les squats qui ne fait que monter les peines encourues par les squatteurs? Il ne fait pas que ça. Et quand j'entends les alertes de la Fédération des acteurs de la solidarité, de la Fondation Abbé Pierre, de l'UNIOPS, des SAMU sociaux, de beaucoup d'associations qui s'occupent de précarité, de logement, de lutte contre le logement, de dire attention, la loi ne répond pas à l'intention qui est en effet de régler des situations de squat qui mettent un certain nombre de propriétaires modestes dans la difficulté, mais va en réalité criminaliser beaucoup de gens qui sont en mal logement, qui ont des difficultés parfois à payer le loyer. Pour régler 170 situations, puisque c'est les chiffres de l'Observatoire des squats de l'année dernière, vous risquez de mettre 20 000 à 30 000 personnes supplémentaires dans la rue et aller à rebours d'une politique que nous avons engagée depuis très longtemps sous tous les gouvernements de prévention des expulsions. Vous faites fausse route, nous disons au gouvernement, nous disons à la majorité, écoutez, retirons ce texte, travaillons-le, réconcilions les intérêts du propriétaire, ce droit de propriété qui est consacré par la Constitution et par la Déclaration des droits de l'homme, et ce droit au logement et à la dignité dans le logement, qui évidemment est un impératif bien compris par tous. Et c'est ce point de réconciliation qui n'est pas trouvé dans cette loi, et qui en fait une loi qui rate son objectif, qui est dangereuse. Et je parlais de superposition des lois. Il y a moins de 2 ans était votée la loi d'accélération et de simplification des procédures administratives qui prévoyait déjà les moyens d'accélérer les expulsions de squatteurs. Est-ce qu'on en a fait l'évaluation? Non. Bruno Le Maire a reconnu des abus dans le recours au cabinet de conseil. Quel sens donnez-vous à ce quasi mea culpa? Écoutez, je crois que pour partie, il regarde la réalité en face. Quand l'État finalement a passé pour plus d'1 milliard de commandes à McKinsey en 2021, on est en droit de se dire qu'il y a quelque chose de déraisonnable. Quand on a une administration de la qualité de celle de la France, des hauts fonctionnaires désireux justement de faire le travail que le gouvernement préfère confier. Mais enfin, quand il y a une situation exceptionnelle comme la vaccination, l'administration n'est plus là, elle n'y arrive pas. Mais ça, vous le préjugez. On aurait dû le tenter, on n'a pas fait confiance. Écoutez, c'est le résultat, si vous voulez, d'une administration qui a été dégarnie depuis bien longtemps et qui a connu son point d'orgue au moment des RGPP sous Nicolas Sarkozy, et qui fait que, par exemple, la Direction générale de la santé, c'est en réalité peu de monde pour des enjeux qui sont absolument considérables. Et donc, quand on a dévitalisé l'État, eh bien, on se tourne vers des cabinets qui, honnêtement, ne sont pas meilleurs, dont les études, d'ailleurs, parfois formulent des préconisations qui ne sont pas même suivies par le gouvernement, qui fait le constat qu'elles ne sont pas bonnes. Donc, je crois qu'il vaut mieux, conforter des administrations avec des hautes compétences, plutôt que de se tourner vers des cabinets de façon excessive, qui, en réalité, n'ont pas forcément toujours de plus-value. Elles peuvent en avoir, mais pas toujours. Puis, par ailleurs, derrière, mais ça, à la justice de se prononcer, il est dit qu'il y a peut-être un certain nombre de connivences. Sur les élections présidentielles, les campagnes présidentielles. Le Parti socialiste est en route vers son congrès. Soutenez-vous Olivier Faure pour le reconduire? Je crois que vous avez signé le texte de la direction. Écoutez, je suis engagé, moi, comme président de groupe, dans cet intergroupe de la NUP, qui fait travailler ensemble, comme beaucoup de Français de gauche nous l'ont demandé depuis longtemps, des partis politiques qui ont des histoires, des cultures différentes, puis qui ont aussi beaucoup de points de réconciliation. Et j'y suis engagé aux côtés d'Olivier Faure. Je m'exprimerai plus clairement et plus nettement dans les jours qui viennent, c'est pour ça que je n'en dirai pas. Votre décision n'est pas prise. Mais je suis le président d'un groupe qui aura l'année prochaine 130 ans. Avec la conviction, et peut-être dois-je en avoir le regret, que le socialisme reste une idée neuve, une idée radicalement neuve, parce que sa raison d'être, la domination de certains sur d'autres, la permanence des inégalités, demeurent des sujets prégnants. Et donc, comme président de groupe et comme membre d'un parti qui est un parti qui a exercé les responsabilités, qui, je le crois, a vocation à les exercer encore, eh bien, je veux un réveil d'une forme, moi j'appelle ça comme ça, de réformisme radical. C'est-à-dire radicaux dans les choix que nous avons à prendre, dans les tournants que nous avons à engager. Mais une méthode plus douce. Mais avec un mode d'emploi qui permette en réalité qu'il y ait de la réalité à ces tournants majeurs que nous avons à accomplir. Vous savez, il y a des choix qui ne se diffèrent plus. Je parle du changement climatique, la rénovation thermique des logements, en réalité, et du point de vue de la politique gouvernementale, assez largement un échec. On formule des propositions. Il y a
revoir nos modes de vie, revoir nos modèles productifs. Et puis nous aurons une question sociale qui est importante, remettre les classes populaires au centre du débat politique, parler à elles, d'abord à elles, parce que le projet d'émancipation des classes populaires, c'est un projet républicain, c'est celui des socialistes et de la France depuis longtemps, et c'est la condition pour parler à tous les autres Français. Et pourquoi hésiter alors à soutenir la direction sortante ou à vous engager dans ce projet ou à incarner une alternative ? Je soutiens depuis maintenant que je suis élu 5 ans, cette direction, les choix que nous faisons, mais je les fais toujours avec exigence et avec la liberté qui est la mienne, l'exigence qui est la mienne, dire les classes populaires, la justice, le socialisme dans ce qu'il a d'historique, voilà la ligne que nous devons accomplir. Et après, si vous voulez, les avanies que les uns et les autres prétendent faire à la direction actuelle me paraissent assez dérisoires compte tenu des enjeux. Vous ne croyez pas à ceux qui disent le PS, c'est à coquiner avec la NUPES, la social-démocratie est ailleurs, le socialisme est ailleurs, il faut le refonder. On entend ça chez Cambadélis, même chez François Hollande, chez Stéphane Le Foll et d'autres. Mais l'aspiration à une refondation, à une nouvelle centralité, à donner de la force à nos idées, au service des classes populaires et des classes moyennes, de celles et de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Mais c'est une aspiration qui nous est commune. Mais ceux qui nous font des reproches aujourd'hui faisaient exactement les mêmes il y a 5 ans. Et ils ne sont responsables de rien. Ils sont innocents de tout. Moi, je dis aux uns et aux autres, mettez-vous au boulot. Ça nous fera des vacances par ailleurs. Le Parisien fait une grande page aujourd'hui pour décrire le trouble de certains députés socialistes par rapport à la NUPES. Certains considèrent qu'il faut s'en affranchir un peu de la NUPES. Vous sentez cette tension dans votre groupe entre les pro-NUPES et les sceptiques ? Je ne sens pas de tension, je sens une aspiration à un travail en commun. Et la règle que nous nous sommes fixée à nous tous, c'est au fond de se moquer de ce que Blum appelait le cordiraton. Et sur chaque sujet, nous nous posons la question de savoir ce que nous en pensons en socialistes, avec cette exigence l'adapter au réel et à la situation actuelle. Nous travaillons beaucoup et bien avec nos partenaires. Il y a la France Insoumise, mais il y a aussi les communistes, les écologistes, sur beaucoup de sujets sur lesquels nous avançons ensemble. Le partage de la valeur, la planification écologique, la justice fiscale. Tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Et puis, dans ce groupe, oui, il y a des appétences et des sensibilités différentes, mais elles traversent toute la gauche, elles traversent le Parti socialiste, elles traversent tout le pays. Eh bien, si nous sommes capables de les surmonter, je peux vous dire qu'on surmontera bien des difficultés dans le pays. Et c'est comme ça que, dans une gauche réunie, on arrivera à installer l'hypothèse d'une alternance. Une alternance qui pourrait venir avec une dissolution. Vous y croyez, la dissolution, ou cette mandature va aller à son terme ? Écoutez, vraiment, je vais vous dire, je n'en sais absolument rien. C'est la bouteille à l'encre, oui. Vraiment, personne n'y a intérêt. Écoutez, je ne crois pas que pour l'instant beaucoup y ait intérêt, parce que je ne suis pas certain que les équilibres changeraient fondamentalement. Moi, j'en appelle toujours à la même chose. Inventons le mode d'emploi de ce parlementarisme de fait que les Français ont choisi à travers les urnes. C'est exigeant, mais nous le devons aux Français. Et les Français attendent de la justice dans les politiques. On en a beaucoup manqué. On a une politique de droite. Alors, si le gouvernement décide de faire alliance avec la droite pour appliquer un programme de droite, je ne m'en étonnerai pas, mais je m'en désolerai. Boris Vallaud, merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain 7h45, votre invité sera Roland Lescure, ministre délégué à l'Industrie. Radio J, retrouvez le Barbier du matin.